Voilà, donc nous avons le plaisir d'accueillir maintenant sur scène mon collègue Hugo Ripper. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà Hugo qui travaille dans notre équipe de développement, puisque l'année dernière et même l'année encore antérieure, il avait présenté des travaux sur le laminage en approche stationnaire. Donc Hugo a beaucoup d'expertise, et en particulier donc, dans tout ce qui est technique numérique. Et c'est ce qui nous amène à cette présentation, où on va essayer de vous exposer les méthodes que l'on imagine pour pouvoir accélérer les temps de calcul. C'est un sujet qui est un fil continu, hein, qui est un sujet constamment, je dirais, qui revient sur le devant de la scène, parce que bien évidemment, la notion de précision des résultats est primordiale, mais vous souhaitez, et c'est bien légitime, obtenir vos résultats dans les temps les plus brefs. Donc Hugo, je te cède la parole maintenant pour ta présentation. Bonjour. Donc au fur et à mesure que les simulations grossissent en termes de complexité, en termes de taille de problème, les temps de calcul augmentent de manière logique, mais augmentent de manière non linéaire par rapport à la taille du problème. Et c'est là-dessus donc c'est sur cette problématique que des nouvelles recherches ont été effectuées de manière à permettre de réduire cette non-linéarité, et donc de réduire cette augmentation des temps de calcul avec la taille des procédés, afin de gagner en accélération. Donc pour commencer, pour situer le phénomène, nous avons effectué une analyse sur différents procédés, différents types de procédés sous forge, à complexité variante, pour essayer d'observer la répartition des temps de calcul au cours d'une simulation. Donc pour un cas relativement simple, la répartition est hétérogène, mais sans avoir un déséquilibre total entre une étape et le reste du code. Pour un cas plus standard, sous le logiciel Forge, la répartition change complètement. Ici, le calcul mécanique, donc qui prenait 26% des temps de calcul, passe à plus de 75% du temps de calcul global de la simulation. Alors, en analysant ce qui se passe à l'intérieur, on peut repérer deux sous-catégories. Une première est la création du problème, donc plus précisément la création de systèmes linéaires. Et la deuxième partie est leur résolution. Et c'est cette deuxième partie qui augmente considérablement avec la taille du problème. Donc c'est là-dessus que nous avons lancé une thèse au Centre des mises en forme, et matériaux, de manière à essayer de trouver une stratégie afin de réduire cette augmentation, en tout cas la contenir. L'objectif ici étant de réduire l'ordre de convergence de l'étape de résolution des systèmes linéaires. Alors l'ordre de convergence, c'est une méthode pour classer les différents algorithmes, essayer de voir leur évolution, le nombre d'opérations nécessaires pour leur réalisation en fonction de la taille du problème. Et ici, l'objectif étant de se ramener le plus proche possible à un ordre de convergence linéaire. Donc, pour bien comprendre, un système linéaire ici est un problème à n équations et n inconnues. Dans le cas particulier de Forge, n représente le nombre de nœuds du maillage multiplié par le nombre de degrés de liberté associés à chacun de ces nœuds. Nous allons construire nos équations sur le maillage, en regardant pour chaque nœud, donc ces informations, plus les informations des nœuds voisins. Ainsi, nous allons pouvoir établir pour chaque nœud du maillage un ensemble d'équations comportant donc les influences des nœuds voisins, comment ils évoluent en fonction de leur solution, mais aussi les termes sources. Les termes sources sont, par exemple, une force de répulsion due à la détection du nœud en contact. Toutes ces équations sont assemblées et sont mises sous une forme matricielle compacte, avec d'un côté la matrice donc des échanges entre nœuds, notre vecteur inconnu, notre vecteur de termes sources. À partir de là, on quitte le monde de la mécanique et on se ramène au monde de la mécanique. Et le problème ici est extrêmement générique et connu en littérature. Donc dès le début de Forge, donc dès le début des années 90, des choix stratégiques ont été mis en place afin d'obtenir les meilleurs algorithmes pour résoudre ce problème. Donc une stratégie, nous avons choisi d'utiliser des résolutions de type itératif plutôt que direct, principalement à cause de l'ordre de convergence de celui-ci. Mais cela a eu finalement
un point extrêmement positif lors du passage en parallèle du code. En effet, les méthodes itératives minimisent les discussions interprocesseurs et donc permettent d'excellents speed-up. Et bien évidemment, au lieu de prendre le premier algorithme itératif générique, nous avons décidé d'utiliser les spécificités du problème de manière à en choisir un tout particulièrement adapté au calcul mécanique. Dès le début des années 2000, nous avons décidé de sous-traiter la résolution à une librairie externe, la librairie PETC, écrite en C. Donc voici l'état de l'art de ce qui a été fait pour résoudre les systèmes linéaires sous Forge. À partir de là, permettre d'accélérer, de gagner quelques pourcents est extrêmement difficile dans cette configuration. Donc, côté recherche, côté de la thèse, l'objectif était de trouver des méthodes alternatives permettant d'accélérer la résolution. La stratégie qui a été obtenue et qui a été trouvée est une stratégie dite multigrille. Au lieu de résoudre le problème de front, nous allons créer plusieurs représentations de plus en plus grossières du procédé et nous allons effectuer la résolution non pas sur le problème initial mais sur toutes ces représentations avec des allers-retours entre ces niveaux pour transporter les informations. À partir de là, on va réduire l'ordre de convergence de l'algorithme et permettre, pour des problèmes d'une certaine taille, au-delà d'une certaine taille, de rendre les méthodes multigrilles plus attractives, donc plus intéressantes en termes d'efficacité que les méthodes itératives. Cela peut être aussi vu comme une généralisation de la méthode bimaillage qui est actuellement présente dans le logiciel Forge. Donc, pour essayer de bien comprendre le fonctionnement et les subtilités et l'apport finalement d'une méthode multigrille, imaginons de manière schématique la résolution du problème mécanique pour l'écrasement d'une pièce. Partons d'un champ de vitesse initialement nul, nous imposons une cinématique sur l'outil supérieur, et lors de la résolution, pour trouver l'équilibre, nous allons propager l'information des nœuds en contact et créer donc un front de champ de vitesse. Cette information va se propager, mais elle va commencer à s'arrêter au contact lorsque ce front arrivera au contact de l'outil inférieur. Ainsi va s'opérer un effet d'aller-retour et de relaxation jusqu'à ce qu'on tende vers la solution qui est finalement un gradient du champ de vitesse. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que le nombre d'itérations va dépendre de la taille de maille, du nombre de nœuds. Et chaque itération va devoir balayer l'ensemble des nœuds du maillage. D'où l'accroissement important des temps de calcul en fonction de la taille du problème. Reprenons maintenant ce problème avec une méthode multigrille. Ici, nous nous mettons dans un cas relativement simple. Nous ajoutons une deuxième grille, grossière, et nous essayons de résoudre le même problème. Après quelques itérations sur la grille fine, nous amorçons la solution. Et puis nous la transportons sur la grille grossière. La grille grossière, en quelques itérations, va permettre de balayer l'ensemble du domaine. La solution sera grossière, mais globale, et sera extrêmement intéressante pour repartir sur la grille fine comme point de départ. La grille fine s'occupera de finaliser la solution en quelques itérations. Imaginons maintenant qu'on change le problème. Nous ajoutons un obstacle collant sur la partie latérale. Donc ici, cet obstacle n'a pas pu être détecté par la grille grossière, de par sa discrétisation. Il va donc avoir un retour du champ de vitesse, après quelques itérations sur la grille fine, vers la grille grossière, plus des informations sur ce qui se passe sur la partie latérale, les informations supplémentaires qui seront transmises dans les termes sources. À partir de là, toujours de manière extrêmement rapide et grossière, mais globale, la solution est remodelée complètement. Et puis retransmise à grille fine qui va procéder à finaliser la solution en quelques itérations. Voilà donc le fonctionnement des multigrilles. Nous allons effectuer un aller-retour entre le problème original et une représentation plus grossière, où les grilles fines vont s'occuper des détails de la solution, alors que les grilles grossières vont s'occuper finalement des tendances globales et permettre ces accélérations. Alors, pour éviter généralement d'effectuer trop de cycles, on ajoute des grilles intermédiaires. Les grilles intermédiaires vont permettre de capter plus tôt les détails de la solution et propager donc l'information plus vite. Mais attention, il y a un juste milieu entre taille du problème et nombre de grilles additionnelles à ajouter. Sinon, bien évidemment, on risque de faire plus de travail qu'il est nécessaire. Dans le cadre particulier de Forge, la création des grilles se fait en prenant le maillage courant
et en le déraffinant de manière successive. On le déraffine en prenant sa taille de maille et en la multipliant par 2 ou par 3. Alors ça a des conséquences assez importantes en 3 dimensions, c'est que ça nous amène à des réductions du nombre de nœuds de 8 à 27. Donc rapidement, d'un maillage à 90 000 nœuds, on se ramène à un maillage à plus que 8 000, de quelques milliers de nœuds. L'objectif ici est d'arriver sur la grille grossière entre 500 et 1000 nœuds. On va donc devoir relâcher la précision sur la géométrie pour permettre de réduire encore le nombre de nœuds. Alors, pas de panique, la résolution, elle, n'est testée que sur la grille fine. C'est-à-dire que nous résolvons exactement le même problème qu'une méthode itérative et la convergence va nous fournir exactement la même solution. Toutes ces grilles, peu importe leur précision, sont des grilles de travail qui vont permettre finalement d'accélérer la formation. Donc maintenant, je vais vous présenter des résultats provenant de la thèse de Frédéric Vie. Dans sa thèse, différents procédés ont été testés, donc des procédés incorporant un grand nombre de coups, mais légers, donc des résolutions mécaniques relativement simples, et puis d'autres procédés incorporant des corps plus massifs et donc des résolutions mécaniques plus lourdes. Dans les deux cas, on peut observer que la méthode multigrille par la méthode standard, donc la méthode itérative, a permis d'accélérer le temps de calcul. Alors, principalement sur la zone donc, qui correspond à la résolution de systèmes linéaires. Mais de manière globale, cela nous amène à une accélération de 60%. Donc ici, vous pouvez aussi voir l'évolution des temps de calcul et temps CPU en fonction au cours de la simulation. Et donc, finalement, ces accélérations étaient extrêmement positives pour nous. Parce qu'il est dur donc, de gagner en temps CPU, mais il est aussi dur de gagner en temps CPU sans modifier le problème, sans modifier les résultats. Cependant, il reste encore des inconnus. Dans certaines configurations, les méthodes multigrilles ont du mal la convergence est mise à rude épreuve. Sur ce procédé de forgeage, en première partie de calcul, les multigrilles permettent d'accélérer le calcul. Mais en deuxième partie, une inversion des tendances apparaît. Et cette inversion-là apparaît suite à des difficultés de convergence causées par un repli. Le repli va créer une légère pénétration des nœuds. Et lors du passage d'information entre les différents niveaux multigrilles, l'information d'un nœud ne va pas récupérer l'information de son élément, mais de l'élément en vis-à-vis. Voilà. Donc certaines limitations. Donc, la méthode multigrille est encore limitée à certains cas. Nous avons repéré donc les configurations problématiques et qui seront bien évidemment à traiter ultérieurement. Alors, comme je l'ai dit, les résultats sont excellents d'un point de vue accélération. Ils nous ont encouragés à prendre ces travaux et à démarrer l'industrialisation. Donc la première partie a été finalement, côté centre des mises en forme de matériaux, de rechercher dans toutes les possibilités envisageables quelles étaient celles qui permettaient de résoudre le problème, donc de réduire les temps de calcul sur les simulations importantes. Ces méthodes, donc les méthodes multigrilles, ont été validées sur un échantillon de configuration donnée. Du côté de Transvalor, le travail va être donc de récupérer les algorithmes, les améliorer et surtout travailler sur l'automatisation, généricité de ces algorithmes, permettre d'avoir toujours l'ensemble de paramètres optimum, peu importe la configuration, peu importe la taille du problème. Et c'est ce travail qui, donc toujours en cours, a permis de faire ressortir d'excellentes choses lors de l'industrialisation. Alors les points positifs qui sont apparus, c'est que les multigrilles touchent à des briques essentielles du calcul élément fini, donc la base de nos logiciels. De plus, la tendance que nous avons à Transvalor est de mutualiser les algorithmes dans des librairies communes, de manière à faire profiter n'importe quel logiciel les développements effectués sur un autre. Donc généralement, les algorithmes sont mis dans la librairie Simlib, écrite en C++, dont certains codes l'utilisent de manière majoritaire. Pour les multigrilles, il fallait donc pouvoir gérer la création d'un nombre de grilles différents au cours de la simulation, donc avoir un comportement beaucoup plus dynamique de cette librairie. Toutes ces modifications-là qui ont servi aux multigrilles ont pu être récupérées directement dans ces logiciels. Un autre point clé a été le transport de champs. Finalement, entre différents niveaux de grilles, nous voulons, pour chaque nœud du maillage, savoir sur quel élément interpoler le champ ou sur quelle face récupérer l'information. Donc ici, cette étape arrive après chaque
opération de remaillage, donc concerne l'ensemble des logiciels transvalor. La problématique que nous avions pour les multigrilles était que finalement, le temps, l'opération de déraffinement de maillage, la partie de remaillage, prenait moins de temps que l'opération de transport de champ. Donc un gros travail a été fait pour modifier l'algorithme, en particulier sur la structure de données permettant d'accélérer la recherche des éléments sur lesquels interpoler les champs, et a permis donc finalement de réduire considérablement le temps de cette étape. Et puis bien évidemment, le point clé de la méthode multigrille étant le remaillage. Ici, le remaillage a été utilisé de manière non standard. C'est-à-dire que nous voulons passer de maillages relativement de taille importante à des maillages extrêmement grossiers, de l'ordre de quelques milliers, centaines de nœuds. Le mailleur n'était pas destiné pour ces configurations-là, et il a falloir ajouter énormément de robustesse, de nouveaux opérateurs, de nouvelles techniques, de manière à conserver au mieux la surface, la géométrie, tout en autorisant ce déraffinement important et en évitant toute erreur topologique. Alors bien évidemment, cela a permis de renforcer tous les maillages, toutes les étapes de remaillage des différents logiciels. Mais aussi, cela a permis d'ouvrir des possibilités qui n'étaient pas envisageables jusqu'à présent. Donc certains problèmes étaient restés en suspens, en particulier sur autour des zones de contact. Certains éléments étaient piégés sous l'outil et se retrouvaient étirés. Le mailleur n'arrivait pas à les nettoyer ou à les supprimer. Donc avec tout ce qui a été mis en place, il a été possible de rajouter facilement une stratégie visant à détecter ces arêtes de manière le plus précoce possible et de nettoyer, sans pour autant avoir un coût en termes de nombre de nœuds ajoutés. Alors cela a bien évidemment plusieurs effets. Dans un premier, visuellement, les maillages sont beaucoup plus beaux, comme vous pouvez le voir sur la droite, mais ce n'est pas que cosmétique. C'est que finalement un maillage de meilleure qualité facilite la convergence du calcul mécanique, ou la convergence des différentes physiques. Un autre point important étant que finalement, ces surfaces qui étaient perturbées en sortie, le mailleur ne savait pas si c'était des perturbations numériques ou géométriques, et donc n'osait pas les supprimer. Ici, le mailleur peut s'autoriser à nettoyer, et cela permet pour des maillages qui paraissaient endommagés de nettoyer proprement les sorties de contact et les rayons de courbure, sans pour autant rajouter un nombre de nœuds conséquent. Et comme vous pouvez voir, le maillage est de bien meilleure qualité. Donc pour conclure, l'objectif initial était donc finalement de réduire cette évolution des temps de calcul de l'étape de résolution mécanique, donc calcul du champ de vitesse et de pression, qui augmentait de manière non linéaire avec la taille du problème, mais de manière trop forte. Donc, l'utilisation d'une méthode multigrille, donc plusieurs représentations du problème de manière plus grossière avec des échanges entre ces grilles, a permis de réduire l'ordre de convergence et d'autoriser des accélérations. Donc, sur certaines configurations, nous avons pu observer des accélérations de 60%. Ces accélérations-là n'ont pas nécessité de modification de la mise en données et ou la qualité des résultats, ce qui est extrêmement important à noter. L'industrialisation a permis de faire ressortir d'excellents points positifs, que ce soit pour les étapes de remaillage, de transport ou des librairies externes, qui ont pu bénéficier à l'ensemble des logiciels et rajouter de nouvelles fonctionnalités comme cette auto-adaptation dans les zones de contact qui est présente dans Forge. Au niveau des perspectives, donc la thèse est finie. Un passage de connaissances a été effectué fin 2016 et l'industrialisation est toujours en cours. Notre objectif étant donc de mettre à disponibilité cette version multigrille dans la prochaine version majeure de Forge. Merci. Oui, est-ce que ces améliorations pourraient être implémentées dans les calculs d'induction ? Est-ce que ça se limite à la mise en forme ou aussi, par exemple, au calcul du champ magnétique, en fait, par exemple ? Ces améliorations au niveau des multigrilles ? Oui, bien évidemment. L'idée, ça a été d'essayer de découpler au plus possible d'un logiciel, de se dire que nous avons un système matriciel à résoudre, et donc la résolution de ce système est commune à l'ensemble des logiciels. Actuellement, tous les logiciels, finalement, lorsqu'ils doivent résoudre un système linéaire, passent par la librairie C++ que nous avons mis en commun, qui est Simlib, de manière à ce que tous éviter de redupliquer le travail. Et c'est là-dedans que nous avons fait le travail, de manière à permettre pour n'importe quel logiciel qui utilise cette librairie
WikiPass, de récupérer ces accélérations. Donc, quasiment l'ensemble des logiciels Transalor. Merci. Une autre question ici. Yeah, I would like to know if this approach can be applied also in case of rupture problem like shearing, punching, and so on. So if the multi-grid approach can be extended not only with the usual mesh, but very detailed mesh. Can you just repeat the... Non. Est-ce que cette technique peut être appliquée aussi dans des simulations où on a de la rupture, par exemple dans des simulations d'ébavurage, des simulations de poinçonnage, lorsque effectivement on va utiliser aujourd'hui par exemple du kill élément, ce genre de choses. Oui. Alors, l'idée étant que chaque fois que le maillage change, nous régénérons ces différentes grilles. Alors, le calcul ne rajoute que 1% sur le temps global, mais le jeu en vaut la chandelle, vu que finalement, nous allons gagner sur la résolution mécanique, qui est plus importante. Donc, si jamais il y a le maillage change, du kill element, alors on régénère les grilles. Voilà. Cela, pour l'instant, il n'y a pas besoin de mettre plus d'intelligence, l'accélération étant déjà là. Voilà. Donc, il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas de limitation dans un flux à ce niveau-là. Très bien, merci. Une dernière question peut-être? En tout cas, je pense qu'effectivement, les questions qui ont été posées illustrent bien, que ce soit bien clair pour nous tous, le fait que ces travaux bénéficient, tu l'as illustré essentiellement autour du logiciel Forge, mais vont bénéficier à tous nos produits. Voilà. Et c'est en ce sens où effectivement, il y a une très forte valeur ajoutée pour nous, d'avoir en quelque sorte un logiciel pilote, mais ensuite de pouvoir transférer tout ça sur l'ensemble de nos solutions pour vous en faire bénéficier, mais aussi être nous confrontés à des configurations qui soient assez variables. Peut-être juste un dernier point sur la partie amélioration donc du contact, hein, les découpes d'arêtes que tu as présentées. Ça, c'est quelque chose que l'on va fournir dans la prochaine version. Et tu disais, on espère avoir donc, c'est pas que cosmétique, mais également avoir de meilleurs résultats, des résultats plus rapides. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà mesuré ou qui est en cours d'évaluation? Alors, ça reste on recherche à savoir à trouver le bon équilibre, c'est-à-dire que bien évidemment, pour l'instant, nous rajoutons en qualité. Dans certaines configurations, cela permet d'accélérer, dans d'autres, on va rajouter trop de nœuds, mais on se base sur on a ajouté une brique sans regarder ce qui était fait avant. Et donc, comme avant, pour assurer la bonne gestion des contacts, on rajoutait peut-être trop de nœuds. Cela nous permet de débloquer. Est-ce que c'est toujours pertinent de rajouter plus de nœuds et donc finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas débloquer des temps de calcul? Donc c'est en cours de recherche et on est bien évidemment, c'est pour la prochaine version. Très bien. Merci beaucoup Hugo.